Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 26 mai, 5e dimanche après Pâques. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord Odon de Cacré, journaliste à L'Homme Nouveau, qui viendra faire un petit point sur tous les événements autour de l'actualité de Vincent Lambert. Ensuite, Guillaume de Thieulois, qui vient de faire paraître un ouvrage sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, chute et résurrection, aux presses de la délivrance. Et enfin, Sophie Mageran, qui revient de Syrie, où elle a passé le mois de mars dans le cadre de l'agence Odeia. Bonjour Odon de Cacré. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à L'Homme Nouveau et vous avez été initiateur d'une pétition aux évêques de France leur demandant de prendre parti plus vigoureusement autour de l'affaire dite de Vincent Lambert. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la situation physique de Vincent Lambert à ce jour? Alors à ce jour, Vincent Lambert est toujours dans un état post-relationnel, c'est-à-dire qu'en effet, il respire seul, c'est important de le dire. Il a des cycles de veille, donc des cycles de sommeil. Il tourne la tête. Il y a aussi une infime mobilité du membre inférieur gauche et il émet des vocalisations. Donc la principale difficulté est sur son état de conscience. On ne sait pas en l'état actuel quel est son état de conscience. Et alors, quelle est aujourd'hui la situation juridique, en particulier depuis le jugement de la Cour d'appel de Paris, qui est intervenu le lundi 20 mai dernier? Oui, le lundi 20 mai dernier au soir, on a appris que la Cour d'appel de Paris rendait obligatoire donc l'avis remis par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. L'avis de cette instance de l'ONU demandait donc à la France de suspendre donc toute action concernant l'arrêt de ce qu'ils appellent les soins, mais qui ne sont que l'alimentation et l'eau, l'hydratation donc pour Vincent Lambert. Et donc, depuis ce lundi 20 mai, Vincent Lambert est en sursis puisque la Cour d'appel demande simplement à ce que le comité de l'ONU donc prenne une décision définitive et cela dans les 6 mois. Donc, pour le moment, Vincent Lambert pour le moment est sauf, mais en sursis. Alors, il y a eu beaucoup d'agitation médiatique autour de ces différentes décisions judiciaires. Au bout du bout, de quoi Vincent Lambert et son cas sont-ils le symbole ? Alors je crois qu'il est le symbole de l'acharnement d'une classe politique pour faire passer toutes les lois sur l'euthanasie. Véritablement, on a bien vu, et avec l'ADMD, donc l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, de Jean-Luc Romero, on a bien vu qu'il y avait, au-delà du cas de Vincent Lambert, au-delà de sa situation extrêmement compliquée, au-delà des déchirures familiales, il y a la volonté d'en faire un instrument au service du passage de la loi sur l'euthanasie. Puisqu'en effet, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie et contrairement à ce que disent une grande partie des médias, Vincent Lambert est simplement gravement handicapé, mais le fait de pouvoir tuer Vincent Lambert, l'assassiner, permettrait ensuite, en faisant un retour sur la façon dont il aurait eu cette agonie horrible qui suivra sûrement l'arrêt des soins et l'arrêt de l'hydratation si cet arrêt revient, eh bien se servir de tout cet arsenal médical pour montrer qu'il faut une législation qui aille au-delà de la loi Claes-Leonetti afin de se débarrasser d'une partie des handicapés, donc les 1500 autres malades qui sont atteints sont dans un état analogue. Exactement. Voilà, donc il y a vraiment, il est le symbole d'une classe politique qui veut faire passer la loi sur l'euthanasie. Alors, vous avez adressé aux évêques de France une pétition. Pourquoi? Que contenait-elle? Quels ont été les résultats et les réactions?
Alors oui, en effet, l'homme nouveau a choisi de mettre en place cette pétition pour la bonne et simple raison que, mis à part quelques interventions personnelles des évêques, donc on pense particulièrement à Monseigneur Ray, Monseigneur Ginoux ou Monseigneur Aupetit encore, mais ce ne sont pas les seuls, il nous manquait, à nous catholiques, la voix forte de nos évêques réunis ensemble pour affirmer leur volonté de sauver Vincent Lambert. Donc c'est dans cette idée que nous avons mis en place la supplique aux évêques donc qui a reçu plusieurs centaines, plusieurs milliers même de signatures. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait une pétition. Citizen Go avait fait une autre pétition. Mes Opinions a fait une autre pétition dans ce sens-là aussi. Le groupe Je soutiens Vincent Lambert avait également fait une pétition donc, pour la survie de Vincent Lambert qui est réunie à ce jour 136 000 signatures. Donc il y a eu plusieurs actions dans ce sens-là. Nous nous adressions particulièrement aux évêques. Et notre voix, d'une certaine façon, a été entendue puisque la Conférence des évêques de France a rendu une décision, a donné un texte aux catholiques et même à la France entière. On peut cependant émettre quelques réserves sur ce texte. Dans le texte, il est mentionné, par exemple, là encore, le fait que Vincent Lambert a besoin de soins et derrière les soins, il y a encore cette idée de la nourriture et de l'eau, alors que ce n'est pas des soins, c'est simplement des besoins vitaux. Donc on regrette quelques problèmes de tournure de phrase, mais l'idée derrière est quand même bonne, c'est la protection du plus faible, la protection de l'handicapé. Et alors, quelles ont été les réactions à cette déclaration des évêques de France ? Alors, les réactions médiatiques ont plutôt été bonnes de notre point de vue, puisque au-delà des problèmes de tournure de phrase, tous les médias ont relayé le fait que la conférence des évêques de France s'opposait à la mise à mort de Vincent Lambert. Donc, de cette façon-là, on peut considérer que les effets sont positifs. Dernière question, ces événements sont intervenus alors que nous étions en pleine campagne des élections européennes. Quelles ont été les positions des différentes têtes de liste en concurrence pour ces élections européennes autour de ce sujet de la survie de Vincent Lambert ? Alors, il y a eu en effet plusieurs prises de position. La première prise de position avec François-Xavier Bellamy, qui en effet a émis des réserves. Donc la tête de liste des Républicains. Des Républicains, bien sûr. Qui a dit, si nous entrons dans cette voie dangereuse qui consiste à dire qu'une vie dépendante, une vie fragile, une vie malade ne mérite pas d'être vécue, alors nous allons construire un monde inhumain et c'est un enjeu majeur des années à venir. Donc une position plutôt ferme, une position de M. Bardella aussi du Rassemblement national qui dit que par principe il est attaché à la vie et à la dignité humaine et que cette décision de justice concernant Vincent Lambert le choque. Donc là encore, une position plutôt pour la survie de Vincent Lambert. Nathalie Loiseau, donc la candidate de La République En Marche, elle pour le coup a déclaré qu'elle n'était ni juge ni médecin et donc elle n'avait pas à dire ce qu'elle pense de cette affaire. Donc on remarque une certaine lâcheté. Nicolas Dupont-Aignan pour le coup a déclaré que des membres de sa famille et des comités de soutien se sont opposés à l'arrêt des soins, mais il n'est pas rentré précisément dans le détail, on ne sait pas ce qu'il en a pensé. Il invitait plutôt à la prudence, et ensuite pour les autres, peu ou prou de déclarations. Le camarade Mélenchon, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Non, mais il a sa tête de liste, donc Madame Aubry, qui s'est prononcée, et qui, elle, bien sûr, s'est prononcée pour l'euthanasie de Vincent Lambert, de la même façon que M. Glucksmann. C'est les deux à avoir posé un choix clairement pro-euthanasie. Pour M. Jadot, pour M. Philippot, ça a été le silence radio complet. Parfait. Eh bien, merci de ces précisions. Puis nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, nous rentrons dans une période de sursis de 6 mois, mais à l'échéance des 6 mois, le sujet sera de nouveau sur la table. Merci beaucoup, Andon. Merci Jean-Pierre Maujean. Bonjour Guillaume de Thieulois. Bonjour Jean-Pierre. Je suis ravi de vous accueillir chez vous. Merci. C'est vrai que je connais un peu ce plateau, mais d'habitude je ne sais pas placer comme ça. Exactement. Alors vous venez de publier aux presses de la Délivrance un e-book, comme on dit aujourd'hui, qui s'intitule Notre-Dame de Paris, chute et résurrection. Pouvez-vous d'abord nous rappeler un petit peu les événements et l'état matériel de la cathédrale ?
Alors, donc, moi j'ai écrit ça dans la foulée évidemment de l'incendie et de la chute du toit de Notre-Dame. Alors, à l'heure où on parle, on ne sait pas encore avec précision ce qui est atteint et ce qui ne l'est pas. L'enquête n'est pas du tout terminée, loin de là. Et donc, en particulier, il peut tout à fait se faire que beaucoup de pierres, encore sur pied, si je puis dire, soient endommagées et donc qu'il faille y aller plus loin dans la restauration. Ce qui, entre parenthèses, dit assez que c'est une énorme absurdité d'avoir interrompu la collecte comme la Fondation du patrimoine l'a fait. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire quel sera le budget de la restauration. Et alors, immédiatement, vous parliez de la restauration. Le président de la République s'est engagé à rebâtir la cathédrale encore plus belle en 5 ans. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, le encore plus belle, je peux vous dire tout de suite que c'est pas possible. Le en 5 ans, je pense que c'est possible. Je suis pas absolument certain que ce soit une excellente idée, parce que c'est pas n'importe quel bâtiment, on fait pas n'importe quoi avec un bâtiment comme ça. C'est pas l'Opéra Bastille, on n'est pas en mesure de dire s'il y aura pas des loups qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Donc personnellement, je trouve que se fixer ce genre de délai est un peu absurde. D'après ce que j'ai compris, la logique de ça, c'est juste que ça soit prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, c'est ça l'idée, bien sûr. Franchement, je vois pas très bien le rapport. Oui. Donc, alors, peut-être que M. Macron a envie de faire de Notre-Dame le terrain de foot olympique, mais pour nous, c'est une cathédrale. Donc, moi, je propose qu'on prenne notre temps. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale sur ce projet de restauration. Elle est en cours d'examen au Sénat. Absolument. Que contient-elle ? Alors, elle contient un certain nombre de dérogations, ce qui est assez logique. Le code de l'urbanisme et un certain nombre de codes qui permettent la construction en ville interdiraient de construire la Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Et donc, il faut un certain nombre de dérogations au code général des impôts, au code de l'urbanisme, etc. Donc, c'est essentiellement à ça que sert le projet de loi. Moi, j'avoue que je suis un peu inquiet en voyant le texte parce qu'il ne contient pas, et en particulier, il ne contient pas de façon très claire qu'il s'agit d'une cathédrale dont l'unique affectataire est l'Église catholique. Or, jusqu'à plus ample informé, Notre-Dame de Paris est la cathédrale de Paris dont l'unique affectataire est l'archevêque de Paris. Alors, est-ce que dans ce projet de loi, justement, il est fait référence aux autorités religieuses ? A priori, on peut tirer le projet de loi dans ce sens-là, mais a priori, ce projet de loi ne touche en rien à la loi de 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État, mais dans le texte lui-même, pour autant que je sache, j'ai pas encore fini de le lire, mais pour autant que je sache, il n'y a pas d'association des autorités religieuses au projet. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si l'archevêque de Paris aura droit de regard sur les projets. Oui, alors franchement, je doute qu'on puisse lui interdire d'avoir droit de regard. Encore une fois, ça ne met pas en cause la loi de 1905, et donc je ne vois pas comment on pourrait éviter que l'archevêque de Paris soit au moins codécisionnaire ou au moins avec un droit de veto sur ce qui va être fait. Moyennant quoi, vu les sommes en jeu, en fait, moi, ce qui me turlupine dans cette histoire, ce qui a été un peu le moteur de mon écriture, c'est je n'ai aucune confiance dans l'État. Disons-le franchement, je n'ai aucune confiance dans l'État macronien. D'ailleurs, de ses prédécesseurs, j'en aurais dit autant. C'est pas du tout contre Macron spécialement que j'en ai, mais depuis 200 ans, ils nous ont habitués à traiter l'Église de façon, disons, cavalière, pour rester poli. Alors, il est beaucoup fait référence autour de ces projets de restauration de la Charte de Venise, qui a été signée, entre autres, par la France en 1964. Quels sont les attendus de cette charte et quelles garanties devrait-elle normalement nous donner ? Alors, normalement, ça nous assure que... Donc, le principe de la Charte de Venise, c'est une charte internationale qui a été signée par les associations nationales des architectes des monuments historiques. Et donc il y a eu une convention à Athènes, puis une convention à Venise. Et ces conventions, donc la France les a signées, mais comme vous savez, la France piétine assez facilement ses engagements internationaux, puisqu'il a été question de Vincent Lambert. Il est malheureusement certain que la France n'a pas toujours beaucoup de respect pour les traités internationaux qu'elle semble considérer comme le chancelier Bethmann Hollweg de triste mémoire, comme des chiffons de papier. Mais plus sérieusement, la Charte de Venise
normalement prévoit que les monuments historiques quand ils sont restaurés, soient restaurés avec grosso modo la même silhouette. C'est-à-dire qu'on peut pas transformer le château de Versailles en château de Vincennes. Vous n'avez pas le droit à ça. Normalement, vous avez ici la charte de Venise vous empêche de faire ça. On peut changer les matériaux, mais pas l'apparence extérieure. Exactement. Et donc, on peut tout à fait imaginer que Notre-Dame soit restaurée avec une charpente en béton, par exemple. Ça, c'est pas du tout impossible, autant que je sache, avec la charte de Venise. Je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais enfin, autant que je sache, la charte de Venise n'empêche pas qu'on ne restaure pas avec une charpente en chêne, mais on peut pas faire en sorte qu'à la place de la flèche, il y ait une flèche en plexiglas ou une flèche avec un croissant au-dessus ou une étoile de maçonnique ou je sais pas quoi. Normalement, c'est pas possible. Donc voilà. Normalement, la charte de Venise nous garantit que Notre-Dame doit être restaurée à l'identique. Soit dit en passant, juste un petit mot, tout le monde ne cesse de parler, et les médias en particulier sont très complaisants là-dessus, disant la flèche de Viollet-le-Duc. La flèche de Viollet-le-Duc, c'est une restauration. Alors, on n'avait pas encore signé la charte de Venise à ce moment-là, mais c'est une restauration, pas tout à fait à l'identique, mais pas loin. La silhouette était déjà celle-là. Donc, il faut arrêter aussi de dire que c'est une invention du 19e siècle qu'on pourrait remplacer au 21e siècle par autre chose. Sur le bandeau de votre livre, le bandeau rouge, où il apparaît non à une troisième spoliation de l'Église. Quelles sont les deux précédentes ? Les deux précédentes, c'est celle de 1789 et celle de 1905. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aucune confiance dans l'État d'aujourd'hui. C'est que, donc vous vous souvenez, en 1789, les États généraux ont été rassemblés pour résoudre un problème financier grave que la France rencontrait après la guerre d'indépendance américaine. Les États généraux se sont transformés en Assemblée nationale. Évidemment, ça n'a pas beaucoup résolu les problèmes financiers pour autant. Et ça a permis à l'exception de Martin d'Auch. Absolument. Voilà, il y a un seul... L'excellent homme. L'excellent homme que je propose qu'on travaille sérieusement sur sa canonisation. Ce type, au moins, était loyal à son mandat. C'est ce qui est quand même extraordinaire. Hein. C'est le seul mandaté aux États généraux à respecter le mandat qu'il avait reçu. Fin de la parenthèse. Et accessoirement, je trouve qu'il est quand même assez farce que la démocratie représentative soit proposée par des fripouilles comme Talleyrand ou la Dessayès, et que le seul bon populo solide de la France traditionnelle dise non, merde, vous n'êtes pas comme ça, moi j'ai été élu pour un mandat impératif, j'ai le droit de faire ça, et ça j'ai pas le droit de faire. Donc il m'est extrêmement sympathique ce Martin d'Auch. Alors revenons à nos spoliations. Mais revenons à la spoliation. Donc à l'automne 1789, l'Assemblée nationale a l'idée de faire la même opération qui avait été faite sous le Régent, c'est-à-dire de faire de la monnaie papier. Et à l'époque, on ne faisait pas encore beaucoup de cavalerie monétaire. Et donc, pour faire de la monnaie papier, il faut soit des réserves d'or, soit des réserves immobilières. Et donc, ils ont l'idée, c'est Talleyrand encore une fois qui a cette idée géniale, de piquer les biens de l'Église pour adosser l'assignat à ces biens. Pour fixer les idées, le patrimoine dit du clergé représentait en gros 10%, un peu moins de 10% du patrimoine général de la France, donc une somme considérable. Mais je dis dit du clergé, puisque ça ne servait pas, contrairement à la propagande des Lumières, qui continue, maintenant c'est la propagande bolchevique, mais c'est la même, qui continue à croire qu'il y avait une richesse aux moines paresseux et gras, etc. C'est pas du tout ça. Les biens dits du clergé étaient des biens que les fidèles, au cours des générations, avaient confiés à l'Église pour un certain nombre de tâches. D'abord entretenir le clergé, évidemment, mais aussi assurer des messes perpétuelles, des messes de fondation, comme on appelait. Donc on donnait un certain capital dont le fruit permettait de financer des messes annuelles, par exemple. Ça permettait de financer l'intégralité du système scolaire. Ça permettait de financer l'intégralité du système d'assurance sociale. Et donc, pour fixer les idées là aussi, en gros, aujourd'hui, ce que le patrimoine de l'Église couvrait, c'est les dépenses de l'État-providence d'aujourd'hui, 700 milliards d'euros, une paille, les 70, quelque chose comme ça, milliards de l'éducation nationale, plus l'enseignement supérieur, etc. Donc, soit dit en passant, l'Église de l'Ancien Régime gérait un poil mieux son budget que l'État d'aujourd'hui. Voilà, si M. Macron veut nous donner des leçons de gestion, on l'attend, comme il dit, vous venez me chercher. Première spoliation. Deuxième. Accessoirement, peut-être juste un petit mot sur cette spoliation. On voit très bien ce que ça a coûté à l'Église. En revanche, ça n'a rien rapporté à la nation. Ça a rapporté à quelques riches propriétaires qui se sont goinfrés littéralement sur la nationalisation des biens du clergé.
et qui ont été les fondateurs du capitalisme de connivence du XIXe siècle, c'est-à-dire ce capitalisme contre lequel la doctrine sociale de l'Église a dû défendre les ouvriers persécutés. Les biens du clergé sous l'Ancien Régime étaient les biens des pauvres, et comme on a piqué les biens des pauvres, les pauvres se retrouvent nus et soumis à ce capitalisme de connivence dont on continue à subir les effets, puisque je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est en train de brader tout le patrimoine collectif au profit de quelques riches propriétaires proches du pouvoir. Donc, de cette manière-là, on n'a pas beaucoup évolué, on a plutôt empiré. Ça, c'est la première spoliation. Deuxième spoliation, alors cette première spoliation est soldée, si je puis dire, par le Concordat de 1801. Bonaparte, pour assurer la paix religieuse, dit à l'Église « Vous ne revendiquerez plus votre patrimoine. En échange, je vous assure à perpétuité le financement du clergé. » Ce qui est déjà en soi un scandale inouï. C'est-à-dire que vous imaginez, je vous pique votre montre et je vous dis, si vous voulez, je vous donne l'heure. C'est exactement ce que fait Bonaparte. Et à mes enfants aussi. Et absolument. Je m'engage à donner l'heure à vos enfants jusqu'à la fin des temps. Mais enfin, je vous aurais quand même piqué votre montre pour ça. Bonaparte donc pique le patrimoine et assure que la petite partie du patrimoine qui servait à financer la vie du clergé sera servie ad vitam aeternam. En 1905, c'est ça qui saute, donc la deuxième spoliation, ça disparaît, et par ailleurs, on liquide tout ce qui restait, donc tout ce qui avait été reconstruit au XIXe siècle, tout ce qui avait été redonné à l'Église au XIXe siècle, parce que beaucoup de gens ont acheté les biens du clergé pour les redonner à l'Église dès la paix religieuse, beaucoup de gens en particulier ont redonné des abbayes à l'Église. Et donc c'est de nouveau repiqué par l'État en 1905, plus tous les biens mobiliers de l'Église, c'est-à-dire en particulier les calices, etc., vous vous souvenez de cette phrase, hein, on ira faire les inventaires jusque dans les tabernacles. C'est ça qui a d'ailleurs posé les problèmes qui ont eu lieu sur les inventaires, les morts qui ont eu lieu à cause des inventaires. De morts, ouais. Et ces morts sont des gens qui disent mes aïeux ont offert ce calice à cette église, c'est hors de question que vous, salopards de francs-maçons, vous puissiez vous goberger avec ce calice. C'est pas un truc de richesse, c'est un truc pour célébrer le Saint-Sacrifice, point final. Ça vous regarde pas ce qu'on en fait. Et donc, deuxième spoliation, 1905, et moi, ce que je crains, j'espère que l'Église de France sera assez forte pour dire non à ça, mais ce que je crains, c'est que le rapport de force financier nous soit très défavorable. Comme vous savez, les chiffres qui courent en ce moment sur la restauration de Notre-Dame sont de l'ordre du milliard d'euros. Évidemment, l'Église de France aujourd'hui est incapable de mettre 1 milliard d'euros dans la restauration de la cathédrale. Et comme vous savez aussi, beaucoup de gens en ce moment, l'Institut Montaigne, mais pas seulement, beaucoup d'amis de M. Macron en particulier, disent il y a une injustice terrible dans la loi de 1905. On a le droit de financer le culte catholique, on n'a pas le droit de financer le culte musulman. Rappel. Vous nous avez piqué les édifices qui nous permettaient de financer ce culte, et donc c'est pas un droit que vous nous accordez. C'est une très faible compensation pour votre spoliation. Donc ça ne dit absolument rien sur ce que l'islam serait en droit d'exiger. Et donc moi j'ai un vrai doute sur ce que veulent faire les amis de M. Macron de cette opération-là. Ils peuvent avoir envie de cesser de considérer l'Église catholique comme l'unique affectataire. Quand je dis unique, j'insiste beaucoup sur unique. Je ne crois pas qu'ils iront jusqu'à dire que l'Église n'est plus affectataire de Notre-Dame, mais je ne serais pas surpris qu'ils disent, puisqu'on a mis une somme considérable dans le projet, on a besoin... Ça serve à tout le monde. Voilà, il faut que ça serve à tout le monde, donc en particulier que ça soit une salle de concert, mais aussi, pourquoi pas, pour les grands événements religieux, ça serait bien que vous la prêtiez à d'autres religions. Merci beaucoup, cher Guillaume, de ces précisions. Donc, je renvoie à votre ouvrage disponible sur le Salon Beige, Absolument. Notre-Dame de Paris, chute et résurrection. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous avez mené un groupe en pèlerinage en Syrie du 5 au 12 mars dernier avec SOS Chrétiens d'Orient. Parfait. Alors quel était votre itinéraire? Quel était votre parcours? Qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, ce voyage, c'était un voyage pèlerinage, on peut dire. Tout cas, organisé conjointement avec SOS Chrétiens d'Orient et accompagné par son directeur, Benjamin Blanchard. Et nous avons eu cette joie de pouvoir retourner en Syrie et d'être le premier groupe à aller notamment à Palmyre, qui est cette cité martyre, cette cité antique qui a été le théâtre, bien sûr, de destruction majeure, mais qui reste malgré tout très belle. Et nous avons pu, au cours de ce périple, avant d'aller à Palmyre, eh bien, également passer par Damas, bien sûr, par Maaloula aussi, que l'on connaît bien, qui pense doucement ses plaies, mais où la population revient. Et nous avons été accueillis absolument merveilleusement partout où nous sommes passés, un accueil vraiment magnifique de la part de tous ces Syriens, de ces Maloulites, de ces populations dont certains nous accueillaient d'ailleurs avec des larmes aux yeux. C'était très touchant. À Maaloula, nous avons eu la joie de dormir chez l'habitant. Ce sont des gens qui n'ont rien et qui donnent absolument tout, donc c'était bien sûr très touchant. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce voyage pèlerinage ? Alors, ce qui était le plus frappant, justement, c'est de voir qu'en Syrie, finalement, il y a un État, il y a des institutions. C'est un pays, ma foi, qui est certes en guerre, mais dans les positions libérées, on peut dire, ça va plutôt bien. Et on peut absolument circuler librement. Les villes sont en cours de reconstruction, et ça, c'est absolument extraordinaire. Maaloula, on en parlait tout à l'heure, est un village martyr, mais déjà les églises sont reconstruites. Les maisons sont en cours également de reconstruction. Nous avons vu, et bien sûr, le Crac des Chevaliers, c'est ouvert à la visite. Les gens peuvent venir. Vous avez des institutions qui permettent de visiter ce lieu en toute quiétude, et c'est absolument magnifique. Et en cette reconstruction, donc, vous nous avez parlé surtout de bâtiments religieux, elle est générale. Et qui finance ça ? Parce que ce sont des sommes colossales, c'est sûr. Oui. Alors, déjà, je pense qu'il y a l'action d'associations comme SOS qui est importante. Ces associations qui sont sur le terrain, des bras, tout simplement, des volontaires qui aident aussi. On les a rencontrés à l'occasion de ce voyage. C'est vrai que c'était un voyage absolument particulier parce que c'était pas simplement un voyage pour faire des visites, pour faire la Syrie, comme on peut dire. C'était bien sûr pour aller à la rencontre de la population, à la rencontre de ces volontaires français aussi qui sont sur place et qui œuvrent à la reconstruction du pays à leur niveau, je pense. Et donc, on a pu échanger, bien sûr. On a eu des échanges avec ces jeunes Français engagés en Syrie, si on peut dire ainsi, avec le chef de mission également, local. Nous avons rencontré tout un tas de Syriens, de personnalités diverses et variées, des patriarches, le père Toufik à Maaloula. Nous avons été reçus par le grand moufti également de Syrie. Donc tout ça fait que c'est un voyage hors norme finalement. Et le dimanche, nous avons eu la messe au pied du Crac des Chevaliers. C'est un catholique qui a célébré, bien sûr, un prêtre catholique qui a célébré. Et c'était très émouvant parce qu'il a dit spécifiquement la messe pour nous, le soir, assez tard. Il faisait nuit déjà. Et il se tenait à l'autel. On voyait qu'il souffrait. C'était un homme de 40 ans, tout juste, relativement jeune finalement. Et cet homme, ce prêtre, avait été battu par des djihadistes. Et malgré la souffrance qui est la sienne quotidienne aujourd'hui, il a célébré pour notre groupe la messe. Alors, est-ce que les gens reviennent ? Alors, les gens... Est-ce que ces villages qui ont été abandonnés, est-ce que vous sentez qu'il y a des Syriens qui sont partis à l'étranger, je pense en particulier au Liban, est-ce que les gens commencent à revenir ou pas ? Alors, moi, je n'ai pas l'expertise. Je suis allée régulièrement en Syrie depuis quelques années, mais je ne connais pas suffisamment la situation sur place pour vous l'affirmer. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Maaloula, la population était entièrement partie, et aujourd'hui, vous avez des familles qui sont revenues parce que l'église du village a été reconstruite, parce que leurs maisons aussi sont en cours de reconstruction. Ils s'installent et reprennent une activité peu à peu. Ça, c'est extrêmement touchant, bien sûr. Par exemple, vous avez également, au pied du Crac des Chevaliers, dans la fameuse vallée des Chrétiens, un hôtel qui est là, immense. On sent qu'avant la guerre, cet hôtel vivait bien. Il y avait de la vie. Aujourd'hui, en tout cas début mars, quand nous sommes arrivés, il était vide. Il était chauffé simplement au niveau du restaurant et dans les chambres. Et cette propriétaire, quand elle nous a vus arriver, pleurait. Et le jour du départ, après de nuit, elle nous a fait passer un sac avec de délicieuses pâtisseries syriennes et un petit mot en disant « Votre visite nous donne espoir et revenez très vite ».
Et alors, quelle est la situation politique à l'heure actuelle en Syrie? Ce que Alors, vous en avez perçu? Moi, ce que j'ai pu percevoir, c'est véritablement que ce pays est dirigé. Les routes sont asphaltées, les rues sont reconstruites, il y a une certaine sécurité. Enfin, la sécurité est là. À Damas, moi je me souviens très bien, il y a 4 ans maintenant, on ne pouvait pas circuler, il y avait des checkpoints absolument partout. Aujourd'hui, on sent que les barrages sont beaucoup plus dispersés, enfin moins nombreux. Et donc on sent que voilà, la paix finalement est de retour dans la majeure partie du territoire. On n'est pas allé dans les zones de guerre, hein, c'était vraiment pas l'objet du voyage. Donc nous on a vu la paix dans ces territoires de Syrie. Et c'était extrêmement touchant, bien sûr, de revoir cela. À Palmyre, ça a été vraiment merveilleux parce que nous étions les premiers occidentaux de retour officiellement pour la visite de ce site archéologique. Nous avons rencontré Zénobie, la reine de Palmyre. Si vous voulez, vous arrivez à Palmyre, c'est un amphithéâtre, c'est cerné de montagnes. Nous avons rejoint la ville moderne, absolument détruite. On sent que les combats ont été affreux dans la ville actuelle. Et puis, c'était oppressant, en fait, de traverser cette ville détruite, déserte. Finalement, on est arrivé sur le site archéologique et là, on a vu toutes ces beautés, avec ces colonnades sur des centaines de mètres, le théâtre pratiquement intact. Certes, les terroristes islamistes ont fait des dégâts, mais à première vue, ça ne se voit pas. Et c'était un grand sentiment de paix qui était là, avec toutes ces fleurs aussi, c'était le printemps. C'était absolument merveilleux. Avez-vous de nouveaux projets en Syrie? Oui, tout à fait. Alors Benjamin Blanchard, toujours dans le cadre de SOS Chrétiens d'Orient, eh bien, va accompagner à nouveau un prochain voyage, donc à l'occasion de la fête de la Croix en septembre prochain, du 9 septembre. Voilà, absolument, la fête de la Croix le 14 septembre. Et donc le voyage aura lieu du 9 au 19 septembre. Et il reste encore quelques places, inscription obligatoire avant le fin juin, pour des raisons d'obtention des visas, il faut un petit peu de délai. Et puis l'autre voyage en Syrie sera accompagné par Charlotte Dornelas du 2 au 9 octobre. Voilà, et donc on peut trouver tous les renseignements sur votre site dont nous mettrons l'adresse. Tout à fait. Absolument. Parfait. Eh bien, nous vous remercions beaucoup de toutes ces précisions. Donc, nous nous retrouvons pour la prochaine émission de Terre de Mission qui aura lieu le 2 juin prochain, qui sera donc le dimanche après l'Ascension. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.